Dans la salle d'attente d'un cabinet médical, le cœur d'une mère a basculé quand elle a vu une simple tache de naissance sur la couverture d'un magazine. Comment un signe aussi banal pouvait-il réveiller la plus grande douleur de son existence? Et si cette jeune femme n'était pas une inconnue, mais le fragment d'une vie volée des décennies plus tôt? Que feriez-vous si, après des années de désespoir, un détail anodin ravivait la plus grande blessure de votre vie? Dites-le moi dans les commentaires. Si les mystères humains qui défient le temps vous passionnent, abonnez-vous à Vestiges d'un mystère pour ne rien manquer. Pour comprendre ce qui s'est passé, nous devons revenir à une froide matinée de mars 2001, à Portland, Oregon. Ce matin de mars 2001, Portland était enveloppé d'un voile glacé. Un vent âpre balayait les rues, mordant la peau et s'infiltrant sous les manteaux. Hélène Granger, malgré le froid qui engourdissait ses doigts sur le volant, ressentait une chaleur douce au fond d'elle, la chaleur familière que seule la présence de sa fille, Ava, savait insuffler à ses journées. Ava, 3 ans, gigotait sur le siège arrière, son petit corps emmitouflé dans une doudoune rose, fredonnant une mélodie enfantine. La crèche Little Piney apparaissait comme une oasis de couleurs vives au milieu du gris hivernal. Hélène a débouclé Ava, lui a donné un baiser rapide sur le front et l'a regardé trottiner à l'intérieur, sa petite silhouette disparaissant derrière la porte vitrée. C'était une scène banale, un rituel quotidien, loin de toute prémonition. L'appel est venu peu après 10 heures. Le téléphone, posé sur le comptoir de la cuisine, a vibré d'une insistance inhabituelle. Hélène, occupée à préparer un café, a hésité avant de décrocher. La voix à l'autre bout, celle de Madame Dubois, la directrice de Little Piney, était tendue, presque paniquée. « Madame Granger? C'est à propos d'Ava ?» Le sang d'Hélène s'est glacé dans ses veines. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va bien? La réponse est tombée comme un coup près, une femme est venue la chercher. Elle a dit être sa tante. Nous n'aurions pas dû la laisser partir. La phrase s'est perdue dans un sanglot. Hélène a lâché la tasse, le café s'est répandu sur le carrelage, mais elle n'a rien remarqué. Son cœur battait la chamade, une alarme assourdissante résonnant dans son crâne. Elle a attrapé ses clés et s'est précipitée hors de la maison, le froid de mars ne faisant plus qu'un avec la terreur qui la glaçait. En arrivant à Little Piney, la scène était déjà un chaos. Une voiture de police était garée devant, ses gyrophares bleus et rouges clignotant silencieusement. Des parents curieux s'attroupaient, leurs visages marqués par la confusion et l'inquiétude. Hélène a forcé le passage, ses yeux cherchant désespérément un signe d'Ava. La directrice, Madame Dubois, était pâle, les yeux rougis, entourée de policiers. « Madame Granger, je suis tellement désolée. » murmura-t-elle, les mains tremblantes. Un détective, le sergent Miller, s'est approché, son visage grave. « Madame Granger, nous avons besoin de tous les détails. » Il a commencé à poser des questions, sa voix calme contrastant avec la tempête qui faisait rage en Hélène. La femme, ont-elles expliqué, était blonde, d'une 30aine d'années, et portait un badge d'identification qui semblait professionnel, bien que personne n'ait pu en lire le contenu exact. Elle s'était présentée comme une parente éloignée, autorisée à récupérer Ava en cas d'urgence. Elle avait signé un registre d'une signature illisible, à peine un gribouillis. Le pire, c'était le système de surveillance. Les caméras de sécurité de la crèche, installées pour rassurer les parents, étaient tombées en panne ce matin-là. Une coïncidence malheureuse, ont assuré les techniciens dépêchés sur place. Mais pour Hélène, c'était une cruelle ironie, un trou béant dans la vérité qu'elle cherchait désespérément à reconstituer. Il n'y avait aucune image, aucune preuve visuelle de la femme, seulement les témoignages confus d'une poignée d'employés et la signature contrefaite. Et puis, il y eut Sarah Jenkins. Une jeune femme discrète, employée à temps partiel à la crèche, qui avait été la première à interagir avec la ravisseuse. Elle avait témoigné brièvement, décrivant la femme avec une certaine précision, mais son récit était fragmenté, hésitant. 2 jours après la disparition d'Ava, Sarah Jenkins s'est volatilisée. Son appartement était vide, son téléphone éteint. Aucune trace. La police a d'abord pensé à un choc post-traumatique, puis à une fuite, et enfin à une complicité. Son absence ne fit qu'épaissir le voile de mystère autour de l'enlèvement, alimentant les théories les plus sombres. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de désespoir et de chaos. La police de Portland, submergée par l'émotion et la pression médiatique, semblait nager en eau trouble. Les pistes étaient minces, les fausses alertes nombreuses. Chaque appel téléphonique, chaque coup à la porte, était une torture pour Hélène, une oscillation brutale entre espoir et déception. Son mari, Mark, le père d'Ava, était censé être son roc, mais il s'est effondré sous le poids de la tragédie. Ses dettes de jeu, jusque-là dissimulées, ont refait surface, écrasantes. Des créanciers menaçants frappaient à leur porte, ajoutant une couche de misère à leur douleur déjà insoutenable. Leur mariage, autrefois une forteresse, s'est fissuré sous la pression. Les reproches silencieux se sont transformés en cris, les larmes en accusations.
Marc, incapable de faire face, ou peut-être fuyant ses propres démons, a disparu quelques semaines après Ava. Il n'a laissé qu'une note laconique, une demande de pardon, et une montagne de dettes. Hélène s'est retrouvée seule, brisée, le fantôme de sa fille et l'ombre de son mari planant sur leur maison silencieuse. Portland, la ville qu'elle avait aimée, est devenue une prison. Chaque rue, chaque parc, chaque visage d'enfant était une piqûre de rappel, un écho douloureux de ce qu'elle avait perdu. Elle s'est isolée, la douleur trop vive pour la partager, la honte trop lourde pour la porter en public. Les amis ont cessé d'appeler, ne sachant que dire. La famille, impuissante, s'est éloignée, ne supportant pas de voir sa détresse. Le temps s'est étiré, lent et impitoyable. Le cas d'Ava, qui avait un temps enflammé les médias locaux, a commencé à s'estomper. Les articles se sont faits plus rares, les reportages plus courts. La police, après des mois d'efforts infructueux, a classé l'affaire comme un cold case, un dossier poussiéreux, relégué au fond d'une armoire, parmi d'innombrables mystères irrésolus. Le portrait souriant d'Ava, jadis placardé sur tous les poteaux électriques de la ville, s'est effacé sous la pluie et le vent, ses couleurs délavées, son sourire fané, comme un souvenir qui s'éloigne. Hélène Granger vivait désormais dans un silence assourdissant, peuplé des fantômes de son passé et des SI qui la rongeaient. Elle errait dans sa maison trop grande, chaque objet, chaque recoin, un témoignage silencieux de la vie qui avait été. La petite robe qu'Ava avait portée le jour de sa disparition était toujours suspendue dans son placard, intouchée, un mémorial fragile. La photo de sa fille, son sourire espiègle, ses yeux pétillants, était le dernier rempart contre le désespoir total. Elle savait que la logique, les statistiques, tout indiquait le pire. Mais au plus profond d'elle, quelque part entre la douleur et l'épuisement, subsistait une étincelle, une croyance irrationnelle, tenace, que sa fille était toujours en vie. Quelque part. Elle s'accrochait à cet espoir ténu, le nourrissait de ses larmes et de ses prières, car sans lui, il n'y avait plus rien. Juste le vide. Et Hélène Granger n'était pas prête à sombrer dans le vide. Pas encore. Le silence était une bête. Non pas le silence paisible des bibliothèques ou celui réconfortant des nuits d'hiver, mais un silence lourd, oppressant, fait d'absence. Ce silence avait des griffes, et il s'accrochait à Hélène, la tirant vers le fond, année après année. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce matin de septembre où le monde d'Hélène O'Connell s'était effondré. 5 ans depuis la disparition d'Ava. 5 ans de nuits sans sommeil, de jours rythmés par une attente vaine, d'espoir qui s'amenuisait comme des braises sous la pluie. Les premières semaines avaient été un tourbillon. Les sirènes, les équipes de recherche, les journalistes affamés, les visages compatissants mais intrusifs des voisins. Puis, le bruit avait progressivement cédé la place au vide. Les affiches missing s'étaient fanées, puis avaient été arrachées par le vent et la pluie, emportant avec elles les dernières bribes d'attention publique. La police avait épuisé toutes les pistes, interrogé des centaines de personnes, exploré chaque recoin de Portland. Rien. Pas de rançon, pas de témoin, pas la moindre trace, pas le plus petit murmure qui aurait pu indiquer où Ava avait pu aller, ou ce qui lui était arrivé. Le dossier s'était épaissi, puis avait été classé, non pas résolu, mais en suspens, un spectre planant au-dessus de la vie d'Hélène. Hélène, elle, s'était réfugiée dans le seul sanctuaire qu'elle connaissait, les livres. Elle avait trouvé un poste de gérante à The Written Word, une petite librairie indépendante nichée dans un quartier calme de Portland. Loin des néons aveuglants des chaînes, loin des souvenirs qui imprégnaient chaque mur de sa propre maison. La librairie était un havre, un endroit où les mots des autres pouvaient parfois couvrir le vacarme de ses propres pensées. Elle passait ses journées à classer des volumes, conseiller des clients sur les derniers thrillers ou les classiques intemporels, et s'assurer que les étagères étaient toujours impeccables. C'était une routine méticuleuse, presque monacale, qui lui offrait une structure, une façade de normalité. Elle évitait la télévision, coupait court aux conversations sur les affaires de personnes disparues, et ne lisait jamais les journaux locaux, de peur de tomber sur un article qui raviverait la plaie béante. Ses rares interactions sociales se limitaient à ses collègues, Sarah, une jeune femme enthousiaste aux cheveux rouges, et M. Henderson, le propriétaire septuagénaire, un homme affable qui semblait comprendre, sans jamais poser de questions. Il savait. Tout le monde à Portland savait l'histoire d'Hélène O'Connell, la mère dont la fille avait disparu sans laisser de traces. Mais personne n'osait briser la bulle de silence qu'elle avait érigée autour d'elle. Pourtant, sous cette carapace de résilience, son âme n'avait jamais connu le repos. Chaque rire d'enfant qu'elle entendait dans la rue, chaque silhouette de petite fille aperçue de loin, était un coup de poignard dans son cœur. Elle se demandait constamment si Ava avait froid, si elle avait faim, si elle se souvenait d'elle. L'absence d'Ava n'était pas un vide, mais une présence constante, une ombre qui la suivait partout, dans le moindre recoin de son existence. C'était une douleur sourde et persistante, comme une brûlure interne qui ne guérissait jamais. Le pire, c'était les anniversaires. Chaque 12 avril, le jour où Ava aurait dû grandir d'1 an,
Hélène se retirait du monde. Elle prenait sa journée, rentrait chez elle, dans cette maison trop grande, trop silencieuse. Elle préparait le plat préféré d'Ava, des spaghettis à la sauce tomate qu'Ava adorait manger avec les doigts, même à 9 ans. Elle sortait les vieilles photos, les dessins d'enfants, les petits objets qu'Ava avait chéris. Un galet en forme de cœur ramassé sur la plage, un petit dinosaure en plastique éraflé, le premier livre qu'elle avait lu seule. Elle les disposait sur la table de la cuisine, comme pour un convive invisible. À la tombée de la nuit, le rituel commençait. Hélène montait à l'étage, dans la chambre d'Ava, restée intacte, comme un musée du temps suspendu. Le lit était fait, les peluches alignées, les livres d'histoires empilés sur la table de chevet. Elle ouvrait la fenêtre, juste un peu, pour laisser passer l'air frais de Portland, et pour que la lumière puisse s'échapper. Puis, d'une main tremblante, elle allumait une petite bougie blanche et la posait sur le rebord de la fenêtre, face à la rue sombre. La flamme vacillait, fragile mais têtue, projetant une danse d'ombre sur les murs. Ce n'était pas un mémorial. Non, jamais. C'était une balise. Un phare dans l'obscurité, un signal silencieux envoyé à travers l'immensité de l'inconnu. C'était sa façon de dire à Ava, où qu'elle soit, qu'elle n'était pas oubliée, qu'elle était toujours attendue. C'était sa rébellion contre la fatalité, sa déclaration de guerre à l'oubli. Peu importait ce que la police disait, ce que les statistiques suggéraient, ce que le bon sens dictait. Pour Hélène, Ava était vivante. Elle devait l'être. Une mère le savait, au plus profond d'elle-même. Cette conviction n'était pas une foi aveugle, mais une certitude viscérale, ancrée dans chaque fibre de son être. Elle était le carburant qui la maintenait debout, le fil ténu qui la reliait encore au monde des vivants. Elle restait là, assise sur le petit tabouret d'Ava, fixant la flamme, des heures durant. Le temps s'étirait, les souvenirs affluaient. Le rire cristallin d'Ava, la façon dont elle plissait les yeux en souriant, ses petites mains agrippées aux siennes. Hélène ne pleurait plus souvent. Les larmes s'étaient taries, remplacées par une sorte d'engourdissement, une résignation stoïque à sa condition. Mais ce soir-là, les larmes coulaient librement, salées et amères, un tribut à l'absence, mais aussi à l'espoir tenace. Un soir, alors qu'elle fermait la librairie, un client âgé, habitué des lieux, s'était attardé. Il avait un regard doux, empreint d'une sagesse silencieuse. « Mademoiselle O'Connell, avait-il dit, sa voix grave, vous avez une force remarquable. » Hélène avait juste hoché la tête, un sourire forcé sur les lèvres. Elle ne se sentait pas forte. Elle se sentait épuisée, vide. Mais elle savait que c'était le prix à payer pour ne pas sombrer entièrement. Maintenir l'espoir était un travail à plein temps, et elle s'y dévouait corps et âme. La ville de Portland continuait sa vie. Les cafés bourdonnaient, les tramways glissaient sur leurs rails, la pluie tombait avec sa persistance habituelle. Mais pour Hélène, le monde s'était arrêté le 12 septembre. Elle était une passante dans sa propre vie, une observatrice silencieuse, toujours à l'affût, toujours à l'écoute du moindre signe, du moindre écho d'Ava. Elle lisait des romans policiers, non pas pour le plaisir, mais pour comprendre les mécanismes des enquêtes, cherchant désespérément une faille, un détail manqué, une piste que les professionnels auraient pu ignorer. Elle étudiait les cas de disparition résolus, cherchant des schémas, des coïncidences, une once de réconfort ou d'inspiration. Elle savait que la plupart des gens pensaient qu'elle était folle, ou du moins, qu'elle s'accrochait à une illusion cruelle. Ses propres parents, qui avaient d'abord été ses piliers, commençaient à lui parler d'aller de l'avant, de faire son deuil. Des mots qui sonnaient comme des trahisons. Comment pouvait-elle faire le deuil de quelqu'un qui n'était pas mort? Comment pouvait-elle aller de l'avant quand une partie d'elle-même était manquante? Elle se souvenait des paroles d'un détective, il y a des années, lors d'une des dernières visites officielles. Madame O'Connell, la plupart des affaires de ce type sont résolues dans les premières 48 heures. Au-delà, les chances diminuent drastiquement. Hélène avait regardé ses yeux fatigués, son costume froissé, et avait vu la résignation. Elle n'avait pas cette option. La résignation était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Chaque matin, elle se levait avec la même question qui martelait son crâne, « Où es-tu, ma chérie ?» Chaque soir, elle s'endormait avec l'image du visage d'Ava, espérant qu'elle viendrait la visiter dans ses rêves. Les rêves, eux, étaient souvent cruels, lui offrant des retrouvailles joyeuses avant de la ramener brutalement à la réalité glaçante du petit matin. La bougie sur le rebord de la fenêtre était plus qu'un simple symbole. C'était une promesse. Une promesse faite à elle-même, à Ava, et à l'univers. Tant que cette flamme brûlerait, aussi petite soit-elle, l'espoir persisterait. Et avec l'espoir, la certitude que, d'une manière ou d'une autre, le silence serait brisé. Que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finirait par émerger des ombres. Le terrain était préparé. La flamme vacillait, mais elle était là, prête à éclairer le chemin vers ce qui allait inévitablement arriver. Le compte à rebours avait commencé, même si Hélène ne le savait pas encore. Son cœur, lui, était prêt. Octobre 2022.
21 ans avaient éteint les couleurs vives de l'existence d'Hélène. Portland s'enveloppait d'une mélancolie automnale, ses rues humides et ses arbres flamboyants de pourpre et d'or reflétant la palette morne de son âme. Aujourd'hui, le destin la menait dans une salle d'attente clinique, stérile, où les néons bourdonnaient. Hélène, assise sur une chaise rembourrée, tentait de se fondre dans le décor, invisible comme depuis des années. Ses yeux parcouraient machinalement les magazines empilés sur une petite table basse. Décoration, santé, potin. Un rendez-vous de routine, une formalité subie avec résignation. Puis, son regard s'arrêta. Au milieu des banalités, une revue au titre peu familier, éco-alternatif, se distinguait. Sa couverture, une photographie brute, presque artistique, n'était pas celle d'un mannequin retouché. Un instinct oublié la poussa à l'attraper, ses doigts effleurant le papier glacé. La jeune femme en couverture était saisissante. Cheveux roux châtain flamboyants, visage d'une beauté naturelle, presque sauvage. Ses yeux verts perçaient l'objectif avec une intensité rare, un sourire énigmatique flottait sur ses lèvres. Elle se tenait dans un champ de blé doré, baigné par le soleil de fin de journée. L'image dégageait une paix trompeuse, contrastant étrangement avec le chaos silencieux d'Hélène. Une étrange familiarité l'envahit, une résonance lointaine qu'elle ne pouvait situer. Elle tourna la page, cherchant la légende, le nom de ce visage qui la hantait déjà. Ses doigts tremblèrent. Le nom de la photographe, Jenna Coates, était inscrit en petits caractères, suivi d'une courte description, Riley Madsen, photographiée à la ferme familiale dans l'Utah. Voilà. Le cœur d'Hélène se serra, une pointe d'anxiété inexpliquée. Elle revint à la couverture, fixant les yeux verts, le sourire. Ce n'était pas seulement la beauté ou la familiarité. Quelque chose tirait sur une corde sensible au plus profond d'elle. Elle inclina la revue sous la lumière du néon. Et là, le monde bascula. Subtil, presque imperceptible, masqué par une mèche de cheveux rebelles, une petite tache de naissance rouge pâle au-dessus de son sourcil gauche. Sa forme, un cœur parfait, minuscule, délicat. Le sang d'Hélène se glaça, puis se précipita avec une violence inouïe. Son souffle se coupa. L'air devint Lord oppressant. Son cœur, anesthésié pendant des décennies, se mit à tambouriner contre ses côtes avec une fureur désordonnée. La revue glissa de ses doigts, tombant avec un léger bruissement sur le tapis gris. Le son résonna dans le silence assourdissant de son esprit. La tache de naissance. Le cœur. C'était la même. Identique à celle d'Ava. La marque distinctive de sa petite fille, perdue 21 ans plus tôt. Des décennies de deuil silencieux, de résignation, de la conviction que son enfant était parti pour toujours s'effondrer. Et maintenant, cette image. Cette jeune femme aux cheveux de feu et aux yeux d'émeraude, portant la marque indéniable de sa chair, de son sang. Un vertige la saisit. Le monde autour d'elle vacilla. Elle se raccrocha aux accoudoirs de sa chaise, ses jointures blanchies. Riley Madsen. Le nom résonnait, une mélodie étrange et familière. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être possible. Pourtant, la preuve était là, imprimée sur du papier glacé, fixant son âme. Un raz-de-marée d'émotions qu'elle avait cru à jamais enseveli déferla. Espoir sauvage, peur, confusion, rage sourde contre le destin. Eva. Elle était vivante. L'idée était à la fois une bénédiction et une torture insupportable. La consultation médicale fut un flou. Hélène répondit par monosyllabes, l'esprit ailleurs, obsédée par la revue qu'elle serrait, froissée, dans sa main. Elle quitta le cabinet sans même se souvenir de l'objet de sa visite. Logique et prudence, tout ce qui avait guidé sa vie terne pendant des années, s'était évaporé. Une seule pensée martelait son cerveau, trouver Jenna Coates. Obtenir l'adresse de cette ferme dans l'Utah. Rencontrer Riley Madsen. De retour chez elle, l'appartement qu'elle avait transformé en sanctuaire silencieux de sa douleur semblait soudainement trop petit, trop étouffant. Elle jeta son sac sur le canapé et se précipita vers son ordinateur, ses doigts tremblants sur le clavier. La recherche commença. Jenna Coates journaliste. Jenna Coates photographe Utah. Les mots-clés défilaient, tapés avec une frénésie que son corps n'avait pas connue depuis des années. Les premiers résultats furent décevants. Profil LinkedIn générique, portfolio de photographe de mariage sans lien avec éco-alternatif. La frustration montait, chaque lien mort, chaque fausse piste, un coup de poignard dans son espoir naissant. Elle se souvint du nom de la revue, Éco-Alternatif. Sur son site web, une petite section contact n'offrait qu'un formulaire général et une liste de rédacteurs en chef. Elle chercha le nom de Jenna Coates parmi les contributeurs récents, parcourant des dizaines d'articles. Rien. L'anxiété la rongeait. Elle devait trouver un moyen. Le style alternatif de la revue suggérait une forte présence sur les réseaux sociaux. Elle se tourna vers Instagram, puis Twitter, cherchant Jenna Coates photographie et éco-alternatif photographe. Au milieu d'une myriade de comptes, un profil se détacha.
Un compte Instagram professionnel, rempli de photographies saisissantes. Le nom d'utilisateur, @JennaCoatsPhoto. Sa biographie mentionnait, photographe pour Éco Alternatif et d'autres publications. Basé à Salt Lake City, Utah. Voilà. Un frisson d'excitation, à la fois électrisant et terrifiant, parcourut Hélène. Elle était sur la bonne voie. Elle parcourut les photos, cherchant désespérément celle de Riley Madsen. Elle la trouva, postée il y a quelques semaines, avec la légende du numéro d'octobre, Riley Madsen, une âme magnifique et talentueuse, photographiée dans son élément. Les larmes montèrent aux yeux d'Hélène, mais elle cligna des paupières pour les retenir. Pas de temps pour les larmes. Pas encore. Elle chercha un contact direct. Pas d'adresse email visible sur le profil Instagram. Seulement une option pour envoyer un message privé. Hélène hésita. Trop informelle pour une quête d'une telle importance. Mais elle n'avait pas le choix. Doigts tremblants, elle commença à taper. Elle ne pouvait pas révéler la vérité. Elle se présenta comme une admiratrice de son travail, particulièrement touchée par la photo de Riley Madsen, expliquant être une collectionneuse d'art désespérément intéressée par l'acquisition d'une épreuve ou un contact avec le modèle pour un projet personnel. Un mensonge nécessaire. Hélène chercha ensuite un numéro de téléphone ou une adresse email professionnelle pour Jenna. Elle écuma base de données de journalistes, annuaire en ligne, forum de photographes. Des heures qui s'étiraient à l'infini, chaque minute étant une torture. Elle tomba finalement sur un site de portfolio plus complet de Jenna Coates, avec une adresse email de contact, jennacoatesphoto@exemple.com. Elle rédigea un email plus formel, reprenant l'histoire de la collectionneuse d'art, mais y ajoutant un désespoir calculé, mentionnant l'urgence de sa requête et la connexion personnelle inattendue qu'elle ressentait avec l'image. Elle précisa être prête à payer n'importe quel prix pour l'information ou la photographie. Lanu Tomba sur Portland. Hélène ne bougea pas de son siège, fixant l'écran, le téléphone à portée de main. L'attente était insoutenable. Elle avait déclenché quelque chose, une réaction en chaîne dont elle ne connaissait pas l'issue. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le cœur qui s'était arrêté 21 ans plus tôt battait maintenant avec une force nouvelle, la poussant inexorablement vers l'Utah, vers la vérité, vers Riley Madsen. Le soleil de Portland était un lointain souvenir. Hélène s'engagea sur les routes désertiques de l'Utah, chaque kilomètre la rapprochant d'une vérité redoutée. Les paysages de l'Oregon laissèrent place aux vastes étendues arides du Grand Bassin, teintes d'ocre et de rouille. Le comté d'Emery, un labyrinthe de vallées isolées, l'accueillit dans un silence brisé par le vent. Son vieux SUV avalait les kilomètres. Hélène avait visualisé cette confrontation maintes fois, sa peur se mêlant à une détermination forgée par des années d'attente. La photo froissée d'Ava enfant, sa seule preuve tangible, brûlait dans sa poche. Après des heures de conduite, elle aperçut une modeste maison de campagne, isolée. Une bâtisse rustique, aux murs de bois délavé, entourée d'un jardin sommaire. C'était l'adresse des Madsen. Le cœur d'Hélène battait à tout rompre alors qu'elle coupait le moteur. Le silence qui s'ensuivit était assourdissant. Elle inspira profondément, le goût de la poussière et de l'appréhension emplissant sa bouche. Elle descendit de voiture, ses jambes tremblantes, et s'avança vers la porte d'entrée. Elle frappa. Une fois. 2 fois. Le bois résonna d'un son creux. La porte s'ouvrit sur une femme d'une 50aine d'années, au visage fatigué et aux yeux fuyants. Cynthia Madsen. Derrière elle, un homme plus robuste, Doug, se tenait en retrait, son expression un mélange de surprise et de méfiance. « Madame Madsen » commença Hélène, d'une voix étonnamment stable. « Je suis Helen Dubois. Je suis ici pour parler d'Ava. » Le nom d'Ava eut l'effet d'un électrochoc. Le visage de Cynthia pâlit instantanément, ses yeux s'écarquillant de terreur. Doug s'avança légèrement, son corps tendu. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » balbutia Cynthia, tentant de fermer la porte. Helen glissa sun pied. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je sais qui est Ava. » Elle sortit la photo de sa poche et la tendit. « Regardez bien cette photo, Madame Madsen. Reconnaissez-vous cette petite fille ?» Cynthia jeta un coup d'œil, et un gémissement s'échappa de ses lèvres. C'était le cliché d'Ava enfant. Hélène baissa légèrement le col de sa chemise, révélant la petite tache de naissance en forme de papillon sur sa clavicule, identique à celle qu'Ava portait. « Et ceci ?» demanda Hélène, sa voix se durcissant. « Reconnaissez-vous cette marque distinctive ? Ava là aussi. Elle l'a hérité de moi. » Le barrage céda. Cynthia s'effondra, les mains couvrant son visage, des sanglots rauques secouant son corps. Doug, impuissant, la soutint. Il était clair qu'ils avaient vécu dans la peur de ce moment. « Entrez » dit Doug, sa voix éteinte par la défaite. Hélène pénétra dans un salon modeste et légèrement désordonné. L'air était lourd d'une tristesse ancienne. Cynthia, assise sur un canapé, pleurait sans retenue. « Nous l'avons élevée comme notre fille,
sanglota Cynthia. Nous l'aimons plus que tout. Mais vous saviez que ce n'était pas légal? Demanda Hélène, sans concession. Doug, s'éclaircissant la gorge, prit la parole. Nous avons été naïfs. Désespérés d'avoir un enfant. Une femme nommée Marla s'est présentée à nous. Elle disait être une assistante sociale d'un foyer au Nouveau-Mexique. Elle nous a dit qu'il s'agissait d'une adoption privée, une situation urgente. Elle ne nous a demandé aucun document officiel, ajouta Cynthia, levant des yeux rougis. Elle a dit que tout était arrangé. Nous voulions croire. Hélène écoutait, le cœur serré. Leur naïveté n'excusait pas ce qui avait été fait à Ava, ni à elle. Avez-vous un moyen de contacter cette Marla? Des informations sur ce foyer? Demanda Hélène. Doug secoua la tête. Elle a disparu après nous avoir confié Ava. Le numéro qu'elle nous avait donné n'était plus en service. Nous n'avons jamais osé aller plus loin, de peur de perdre Ava. Helen sent it la caller a monter. C'était une opération bien huilée. Sans hésitation, elle sortit son téléphone. Je dois appeler la police. Et le FBI. Le visage des Madsen se figea de nouveau, mais cette fois, ils ne protestèrent pas. Le poids de leur secret était devenu insupportable. Quelques heures plus tard, la petite maison isolée était le centre d'une activité inattendue. Des véhicules de patrouille du shérif du comté d'Emery et une voiture banalisée du FBI étaient garés devant. Hélène avait fait sa déclaration aux agents, décrivant la rencontre, les aveux des Madsen, et la mention de Marla et du prétendu foyer. L'agent spécial Miller du FBI de Salt Lake City dirigeait l'enquête. Les Madsen coopéraient, leur histoire, bien que teintée de complicité, sonnait juste. Ils étaient des victimes collatérales d'un système plus grand. L'enquête s'approfondissait. Les informations des Madsen, combinées aux données d'Hélène, dessinèrent un tableau effrayant. Marla, identifiée comme Marlene Jenkins, était une figure centrale d'un réseau tentaculaire d'adoptions illégales et de trafic d'enfants, opérant à travers plusieurs États. Les « foyers » étaient des façades, les « parents biologiques » des inventions. Le choc initial commença à se transformer en une amertume profonde pour Hélène. Les agents du FBI remontaient la piste de Marlene Jenkins. Chaque jour apportait de nouvelles révélations, des noms de complices, des transactions financières douteuses. Le puzzle se complétait, mais la vérité qui émergeait était de plus en plus sombre. Puis vint le coup de massue final. L'agent Miller, le visage grave, la convoqua dans une salle d'interrogatoire. « Madame Dubois, nous avons une information difficile à partager. L'enquête sur Marlene Jenkins a révélé des connexions inattendues. » Hélène sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle hocha la tête, prête au pire. Il semble que Marlene Jenkins obtenait des informations sur des enfants vulnérables par diverses sources. Dans le cas d'Ava, les informations initiales sur votre fille n'ont pas été obtenues par hasard. Miller marqua une pause, ses yeux fixant les siens avec compassion. Le père d'Ava, M. Dubois, était endetté par des dettes de jeu considérables. Il a été approché par un intermédiaire du réseau. En échange de l'effacement de ses dettes, il a fourni des détails précis sur Ava, son emploi du temps, ses habitudes, votre adresse, tout ce qui était nécessaire pour faciliter son enlèvement. Le monde d'Hélène s'effondra. Le souffle lui manqua. Ce n'était pas un enlèvement aléatoire. C'était une trahison, la plus vile des trahisons, orchestrée par l'homme qui aurait dû protéger leur fille. Le père d'Ava avait vendu sa propre enfant pour des dettes de jeu. La révélation fut un coup de poing. La joie de retrouver Ava fut entachée d'une amertume écrasante. La trahison paternelle ajoutait une cicatrice indélébile. La recherche d'Ava n'était plus seulement une quête de rédemption, mais une confrontation avec la noirceur humaine. La vérité fut plus dévastatrice que tout ce qu'elle avait imaginé. La route vers Ava était devenue plus ardue, pavée de l'angoisse et de l'amère saveur de la trahison. Le bureau du procureur fédéral à Portland était le lieu de la confrontation. Riley, 24 ans, artiste céramiste, était ancrée dans la vie qu'elle connaissait. Elle arriva avec Mark et Susan Madsen, ses parents. L'air était lourd de tension. L'agent spécial Miller, visage grave, était présent avec une travailleuse sociale et un avocat. Sur la table, des dossiers, des photos, un appareil numérique. Riley s'assit, bras croisés, défiante. « Madame Madsen, » commença Miller, voix ferme, « nous sommes ici pour une affaire capitale. » Riley hausa un sorsal. « Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?»« Tout, » répondit Miller, son regard se posant sur les Madsen, pâle et silencieux. « Des preuves irréfutables indiquent que votre identité n'est pas la vérité complète. » La phrase percuta Riley. « Que insinuez-vous ?»« Je suis Riley Madsen. »« J'ai un acte de naissance ?» Elle se tourna vers Mark, il baissa les yeux. « Nous croyons, Riley, » reprit Miller, dépliant un document, « que vous êtes en réalité Ava Granger. Enlevée à 2 ans, le 12 avril 2001,
de votre domicile à Portland. Un rire s'échappa à Riley. C'est absurde. Une erreur. Je n'ai jamais été enlevé. Elle se leva, vibrante de colère. C'est une blague? L'agent Miller Nebraska Silapa. Nous comprenons. C'est un choc. Mais nous avons les preuves. Il fit glisser des documents, un rapport de police de 2001 sur la disparition d'Ava Granger, des avis de recherche avec un visage d'enfant étrangement familier. Riley les Belaya du regard, son cœur martelant. Ce n'était pas elle. Puis, Miller fit glisser des photographies. Des clichés d'un bébé, d'une fillette de 2 ans. Flou, mais indéniablement, la même fossette au menton, la même courbure des lèvres. Des photos qu'elle n'avait jamais vues, mais qui résonnaient avec une anxiété sourde. Elle sentit ses genoux fléchir et se rassit. Ces photos, dit-elle d'une voix étranglée, elles ressemblent. Elles sont de vous, Ava, dit Miller doucement. De votre enfance avant votre disparition. Il prit l'appareil numérique. Et ceci. Un enregistrement vocal. Récupéré d'un ancien répondeur de votre mère biologique, Hélène Granger. Un message qu'elle s'est laissé, un jour avant votre disparition, parlant de vous. Riley regarda l'appareil, un frisson la parcourant. La pièce était silencieuse. Miller appuya sur un bouton. Une voix remplit l'espace. Douce, mélodieuse, emplie de tendresse. Oh, Ava, ma petite Ava, tu as encore mis du chocolat partout. Ta mère ne sait plus où donner de la tête avec toi, mon petit monstre. Mais je t'aime tellement, mon amour. Tu es la lumière de ma vie. Je t'ai vu dormir tout à l'heure, et mon cœur a fondu. Tu es belle, si innocent. J'ai hâte de te serrer dans mes bras ce soir. La voix se tut. Son écho résonnait dans l'âme de Riley, perçant les murs de sa résistance. C'était une mélodie oubliée, une réminiscence terrifiante. Des fragments de souvenirs défilaient, la chaleur d'une main plus petite, le son d'une berceuse. Un sanglot déchirant lui échappa. Non de tristesse, mais un cri primal d'une vérité qui se révélait, d'une identité volée. Elle se couvrit le visage, le corps secoué. Les Madsen se précipitèrent à ses côtés, la serrant, mais leur réconfort ne pouvait apaiser la tempête. Les larmes coulaient à flots, lavant des années d'ignorance, révélant la douleur d'une perte qu'elle n'avait jamais supportée. Elle n'était pas seulement Riley Madsen. Elle était aussi Ava Granger. Et Ava Granger avait été volée. Le lendemain, le centre de justice fédéral de Portland devint le théâtre d'un événement national. Le grand hall était noir de monde. Journalistes se pressaient, caméras et micros tendus. Au milieu de ce chaos, Hélène Granger, visage marqué par 22 ans de deuil et d'espoir, et Riley, yeux rougis mais regard clair, se tenaient face à face. Ce n'était pas leur première rencontre, mais le premier vrai face-à-face après la confrontation de la veille. Les tests ADN, effectués en urgence, avaient confirmé ce que la voix d'Hélène avait gravé dans le cœur de Riley. Elle était bien Ava Granger. L'air vibrait d'une tension électrique. Hélène, cœur battant, tendit une main tremblante. Riley hésita, puis tendit la sienne. Leurs doigts se touchèrent, puis s'entrelacèrent. Un contact simple, portant le poids d'une éternité perdue. Les larmes jaillirent des yeux d'Hélène, de soulagement, de chagrin, d'amour inconditionnel. Elle murmura, Ava, ma petite Ava. Riley, ou Ava, répondit d'une voix rauque, emplie de larmes, maman. Ce moment, capturé par des dizaines d'objectifs, fit la une. L'histoire d'Ava Granger, enfant disparu dont le dossier était resté ouvert plus de 2 décennies, devint un phénomène national. Des reportages spéciaux retracèrent l'enquête, les efforts d'Hélène, la vie des Madsen, et le choc de la révélation. Le public s'empara de cette histoire, symbole de résilience et de justice. L'attention médiatique se tourna vers les Madsen. Mark et Suzanne furent inculpés pour dissimulation d'identité et adoption illégale. Leurs avocats plaidèrent non coupables d'intentions malveillantes, insistant sur le fait qu'ils avaient été dupés par un réseau d'adoption illégale, mais avaient élevé Riley avec un amour sincère. Leurs témoignages, empreints de tristesse et d'amour évident, résonnèrent. La collaboration des Madsen avec les autorités fut exemplaire. Ils révélèrent tout sur le réseau qui leur avait vendu Ava, fournissant nom, date, lieu, malgré la douleur de trahir ceux qui les avaient aidés. Cette coopération, combinée à l'affection montrée à Riley, conduisit à une peine allégée. Ils écopèrent de quelques années de probation et d'une amende, échappant à la prison. Le juge reconnut la complexité, soulignant que leurs actions, bien qu'illégales, n'avaient pas eu pour intention de nuire, mais d'aimer un enfant qu'ils croyaient abandonné. L'enquête, grâce aux informations des Madsen, progressa. Une partie du réseau de kidnapping fut démantelée. Quelques intermédiaires et un contact de bas niveau furent arrêtés. Cependant, les cerveaux de l'opération restèrent introuvables. Leur nom était connu, mais ils s'étaient évaporés, laissant souffrance et questions sans réponse.
La police fédérale déclara l'enquête loin d'être close. Les semaines qui suivirent furent un mélange délicat de chaos et de calme, douleur et espoir. Hélène et Ava, qui avaient décidé de conserver le nom de Riley, se retrouvaient régulièrement. Le processus de réconciliation était lent, un pas à la fois. Elles parlaient, se racontaient leur vie, comblant plus de 2 décennies de lacunes. Hélène partageait des souvenirs de la petite Ava, des histoires que Riley écoutait avec une faim insatiable, comme des pièces manquantes de son identité. Riley, de son côté, racontait sa vie avec les Madsen, ses rêves, ses réussites. Elle reconnaissait que les années perdues ne pourraient jamais être effacées. Le temps ne se rembobine pas. L'enfance d'Ava, le chagrin d'Hélène, la vie de Riley avec les Madsen, tout cela avait laissé des marques. Il y avait des silences gênés, des éclairs de tristesse pour ce qui aurait pu être. Mais aussi des rires, des larmes partagées, et une connexion indéniable qui se renforçait. Un après-midi, buvant du thé chez Hélène, Riley posa sa tasse. « Je me sens différente », dit-elle, sa voix empreinte d'une nouvelle profondeur. Comme si une partie de moi, que je ne savais pas manquante, était enfin revenue. Je suis toujours Riley, la céramiste, la fille des Madsen. Mais je suis aussi Ava. Je suis Ava Granger. Et cette connaissance, elle me donne une force, une sensation d'identité et d'origine que je n'ai jamais eue auparavant. C'est comme si je me tenais sur des fondations plus solides, plus complètes. Hélène tendit la main et serra celle de Riley, ses yeux brillants. Tu es ma fille Ava. Et tu es aussi Riley. Tu es Lestu. Et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Le chemin serait long, semé d'embûches. Mais Hélène Granger avait retrouvé sa fille, et Ava Granger, alias Riley Madsen, avait enfin trouvé sa place, où son passé et son présent pouvaient coexister. Le recueillement n'était pas une fin, mais un nouveau commencement, tissé avec les fils complexes d'une double identité et d'un amour retrouvé. Les cicatrices resteraient, mais seraient les marques d'une histoire extraordinaire de survie, de résilience et du pouvoir de l'amour maternel. La quête était finie, mais la vraie histoire de qui elle était ne faisait que commencer. Et voilà. Quand on regarde des histoires comme celle-ci, ce n'est jamais la grandeur des événements qui marque le plus, mais plutôt la résonance des petites décisions, des silences, des regards échangés. C'est dans ces interstices que se niche la véritable essence de la condition humaine, là où la vulnérabilité se mêle à une force inattendue, et où chaque choix, même le plus insignifiant en apparence, tisse la toile complexe de nos destins partagés. Cela nous rappelle que la résilience n'est pas toujours un acte héroïque retentissant, mais souvent une flamme discrète qui refuse de s'éteindre dans l'obscurité du quotidien. Quelle est votre propre réflexion sur la manière dont nos plus petites actions peuvent avoir des répercussions si profondes, ou comment l'espoir peut émerger dans les circonstances les plus inattendues? Partagez vos pensées et vos perspectives dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons lire vos analyses. Et si cette immersion dans une tranche de vie humaine vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.